Bienvenue à tous et toutes à ce webinaire intitulé Vulnérabilité et résilience en temps de pandémie. Mon nom est Myriam Bérubé de l'Institut Tamarack et je suis ravie d'être votre hôte pour la session d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va aborder comment la pandémie a-t-elle été vécue par les personnes en situation de vulnérabilité au Québec, mais surtout quelles leçons en tirer aujourd'hui pour réduire les inégalités en contexte post-pandémique. Nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Sandy Torres qui nous parlera des résultats du projet Résilience, une étude qui a été menée par l'Observatoire québécois des inégalités. Et donc, quelques annonces avant de commencer. Tout d'abord, je voudrais remercier notre partenaire, le Secrétariat aux relations canadiennes, sans qui l'interprétation simultanée en anglais aujourd'hui ne serait pas possible. Je voudrais commencer donc cet atelier en reconnaissant que nous nous réunissons en territoire autochtone et c'est dans le respect des liens entre le passé, le présent et l'avenir que nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Aujourd'hui, je vous appelle du territoire traditionnel du peuple Ganyan-Gehaga. Tiohtià:ke, qui est colonialement connu comme Montréal, a historiquement été un lieu de rencontre de plusieurs Premières Nations. Donc, cette reconnaissance qu'on fait en début de rencontre des peuples autochtones est liée à notre engagement collectif chez Tamarack de concrétiser la promesse de la vérité et de la réconciliation dans nos communautés. Si vous souhaitez partager le territoire traditionnel où vous vous trouvez dans la boîte de dialogue, vous êtes bienvenus à le faire. Alors, suivante, quelques petits mots pour ceux et celles qui peut-être connaissent moins l'Institut Tamarack. Donc, chez Tamarack, au centre d'apprentissage, nous aidons les apprenants, les apprenantes à développer leurs compétences autour de 5 grands champs de pratique qui sont l'impact collectif, l'engagement communautaire, le leadership collaboratif, l'innovation communautaire et l'évaluation de l'impact, qui, selon nous, sont des compétences essentielles pour travailler dans des contextes collectifs. Nous soutenons aussi un réseau d'apprentissage. Donc, dans le cadre de nos communautés dynamiques, des villes, des leaders locaux mettent en œuvre des initiatives de changement qui visent à réduire la pauvreté, à renforcer le tissu social, à bâtir l'avenir avec les jeunes et à assurer une transition climatique juste et équitable. Si vous voulez en savoir plus sur l'Institut Tamarack, n'hésitez pas à visiter notre site Web. Alors voilà, sans plus tarder, il me fait plaisir donc de vous présenter Sandy Torres, qui est chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités. Donc, qu'est-ce que l'Observatoire? L'Observatoire mobilise et démocratise, j'aime beaucoup ce mot, des connaissances sur différentes formes d'inégalités au Québec, afin d'éclairer la prise de décision et aussi de sensibiliser un large public aux causes, aux conséquences et aux solutions qui sont disponibles pour mettre fin aux inégalités. L'Observatoire mène, entre autres, des activités de communication, de recherche, de veille, de liaison, de transfert, d'accompagnement. Donc, c'est dans ce cadre que travaille Sandy Torres. Elle détient un doctorat en sociologie de l'Université Toulouse-Jean Jaurès en France. Elle a mené des recherches dans plusieurs régions du Québec et ce, à différentes échelles, donc au niveau provincial, mais aussi aux échelles locales et régionales. Et c'est forte de son expérience sur les enjeux socio-économiques et territoriaux au Québec qu'elle souhaite contribuer à l'amélioration des conditions de vie en s'intéressant à des questions telles que les inégalités sociales, l'inclusion sociale, la participation citoyenne, le logement abordable, la mobilité durable, transfert de connaissances et aussi l'évaluation de politiques et de programmes. Alors, bienvenue Sandy, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup pour votre intérêt. Et peut-être pour commencer, Sandy, je t'inviterais à te présenter en nous disant quelque chose de toi que tes collègues, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Juste une petite question brise-glace pour apprendre à mieux te connaître. Oui, c'est une bonne idée. Je sais pas, c'est sûr que ça va me faire paraître beaucoup moins sérieuse, mais je suis une grosse fan de science-fiction, en Mm. particulier de cinéma de science-fiction, puis ça depuis assez long, depuis très longtemps. J'en ai même fait mon sujet de thèse il y a un petit bout, mais maintenant, c'est plus un objet d'étude, c'est vraiment par pur plaisir là, que je regarde beaucoup de cinéma. Merci Sandy de partager ça avec nous. Alors, je viens de découvrir qu'on a une passion partagée. Ah, voilà.
Alors, entrons en matière. Peut-être d'abord nous présenter l'étude, donc la raison d'être de l'étude. Pourquoi avoir réalisé cette étude et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui? On le sait, on n'est plus en plein cœur de la pandémie, même si on entend encore là, les nouveaux variants de la COVID-19, ça soulève des inquiétudes, etc. Mais on peut considérer grosso modo qu'on est en contexte post-pandémique. Donc, Mhm. pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette étude aujourd'hui? Alors, à toi la parole. Ben, euh, Avant tout, pourquoi cette étude? Revenons vraiment aux choses très, très sérieuses. Je voudrais quand même mentionner là, et rappeler que la pandémie au Québec, en particulier, elle a quand même fait des milliers de victimes là, parmi nos aînés les plus vulnérables. Là. On parle de 80 ans et plus, là, en particulier dans les CHSLD. Pour ceux qui moins familiers avec le sigle, savent qu'il s'agit de centres d'hébergement et de soins de longue durée. Bon, ça c'est une chose, mais en fait, ce qui a déclenché là, ce projet, cette étude-là, le projet Résilience, c'était de voir que la crise sanitaire, elle touchait également des gens différemment selon leur statut socio-économique. C'est ça, en fait, le point de départ, là. Bon, je ne retracerai pas l'histoire, mais rapidement, on a vu qu'il y avait des travailleurs et en particulier des travailleuses là, qui étaient infectés à cause de leurs conditions de travail. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient infectés, davantage infectés à cause de leurs conditions de logement. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui ont subi les contre-coups des mesures sanitaires là, qui ont quand même été assez drastiques au Québec à certains moments, là, notamment lors de la première vague, là, cette période qu'on a appelée ici le grand confinement. Là. Donc voilà, c'est un peu ce qui a déclenché cette étude et on voulait voir. Et puis en fait, les premières études, les premiers sondages qui paraissaient là, au début de la pandémie montraient que les personnes qui vivaient dans des conditions de vie précaires étaient les plus affectées, donc étaient les plus vulnérables là, face à la crise sanitaire. Alors, on a voulu creuser ça, documenter plus précisément au Québec là, ces répercussions de la pandémie auprès de populations qui étaient défavorisées là, sur le plan du revenu. Alors, bon, euh, pourquoi en reparler aujourd'hui? La pandémie est finie officiellement, mais comme tu le mentionnais, Myriam, le virus là, est toujours là, même si on ne parle plus de pandémie. Puis d'ailleurs, il y a quand même une résurgence des infections en ce moment, résurgence qui est surveillée de près. Mais pourquoi en parler également? Bon, le Québec, il a été en situation là, d'urgence sanitaire là, officiellement pendant 2 ans, de mars 2020 à la fin mai 2022. Et il y a quand même plusieurs leçons qui ont été tirées là, durant cette période de 2 ans, ne serait-ce qu'avec les différents ajustements là, de mesures sanitaires et les différentes aides là, dont ont pu bénéficier les plus vulnérables. Mais il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire, en fait, de cette période-là de pandémie, pour mieux traverser les futures crises là, du même genre, mais aussi des crises en général, là, et pour mieux tenir compte, en fait, des inégalités sociales existantes. Là. Et s'il fallait une autre raison, j'ajouterais qu'il y a quand même toute la question des répercussions à plus long terme qu'il faut surveiller. Euh, on n'a pas fini de voir les répercussions là, de cette période-là sur notre vie sociale, sur les relations sociales. Ça a beaucoup bousculé cet aspect-là. Sur la santé mentale également, sur la façon de travailler et puis aussi sur le développement des enfants. Là, il y a des études qui commencent à sortir là, sur des suivis longitudinaux là, sur les apprentissages des enfants, les effets des fermetures d'écoles, par exemple. Donc, il faut suivre ça de près et ça va avoir des conséquences là, à moyen et à plus long terme. Mhm. Oui, on voit à quel point la pandémie a généré des transformations profondes et ce qui est vraiment intéressant dans l'étude, j'ai hâte que tu nous en parles davantage, c'est de voir effectivement les impacts différenciés sur différentes populations. Donc, on n'a pas Mhm. tous été impactés durant la pandémie de la même façon. Ben,
peut-être nous en dire un peu plus, Sandy, sur comment, en fait, vous avez réalisé cette étude. Donc, on vient d'échanger là, sur la mise en contexte, sur la raison d'être, sur l'importance de cette étude aujourd'hui, mais donc d'un point de vue plus méthodologique, comment est-ce que vous avez procédé, qui a Mhm. collaboré, nous plonger un petit peu dans le processus qui vous a mené à l'atteinte des résultats. Euh, je voudrais préciser d'abord la population qu'on a pris à l'étude, bon, parce qu'en fait, on n'a pas étudié la population au complet. On s'est vraiment focalisé sur ce qu'on appelle les moins nantis, mais on peut donner des définitions différentes, mais nous, on s'est focalisé sur les 40% moins nantis sur le plan du revenu. C'était un choix et qui nous permettait aussi d'être complémentaires par rapport à différentes études qui se centraient sur les plus vulnérables et d'autres qui prenaient l'entièreté de la population. Alors, Jimmy, peut-être qu'on peut projeter la première diapo juste pour s'imager euh, la population sur laquelle on s'est focalisé, dans le fond. Donc, l'idée, c'était de voir que le point de départ, finalement, c'était de dire que le faible revenu ou le modeste revenu, c'était d'emblée un facteur de vulnérabilité, source de vulnérabilité là, pour pouvoir affronter cette crise-là. Et donc, on a choisi de cibler les 40% les moins nantis sur la distribution des revenus totaux de la province, ce qui signifie finalement que notre public cible, si on veut, notre population cible, c'était les personnes en situation de pauvreté, mais aussi, donc à faible revenu, mais aussi des personnes qui avaient un revenu, on pourrait dire, modeste, donc près des seuils de pauvreté, un peu en dessous, un peu au-dessus, donc une population aux marges de la classe moyenne. Donc, c'était notre parti pris. Et l'objectif dont je vous disais était de documenter les impacts, mais les questions, ce qu'on voulait savoir plus précisément, c'était en fait comment ces personnes-là qui vivaient dans des foyers moins nantis ont traversé la crise, qu'est-ce qui les a fragilisés davantage et qu'est-ce qui avait un rôle plutôt protecteur. Côté méthodologie, Jamie, tu pourrais passer voilà, à la diapositive suivante. Tu as lu dans mes pensées. On voulait recueillir donc des données dans un laps de temps assez court. Euh, alors, personne ne savait combien de temps la pandémie allait durer hein, à l'époque où on met l'étude en place. Donc, c'est ça, on était un peu pressé par le temps. Pensant que la pandémie finirait quand même beaucoup plus rapidement. Puis d'ailleurs, petite anecdote, si vous remarquez le logo du projet Résilience, la petite phrase là, qui est en dessous, préparer l'après-crise des plus vulnérables, au moment où le projet démarre, on a déjà l'impression qu'on est dans l'après-crise, mais pas du tout. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Bref, alors, on a procédé finalement en deux temps. On a d'abord administré un questionnaire à un large échantillon et par la suite, on a fait un approfondissement en entrevue. Le tout en ligne, évidemment, parce qu'on avait la plupart du temps pas le droit de rencontrer les personnes en présentiel, où c'était assez compliqué. Donc, le sondage en ligne, lui, il a été administré par une firme de sondage là, auprès de 1354 répondants à la fin juin, dernière semaine de juin, première semaine de juillet 2021, ce qui correspondait au Québec là, à la troisième vague de pandémie. Ensuite de ça, donc là, si vous voulez, le sondage, ça a donné un instantané là, du vécu de la pandémie après à peu près un an de pandémie. Par la suite, on a mis en place un suivi qu'on a appelé longitudinal, mais je mettrai des guillemets parce que longitudinal sur 6 mois, c'est quand même assez court. On a interviewé des personnes à des intervalles de 2 mois à peu près. Cela dit, c'était des intervalles qui se sont avérés pertinents là, en contexte de pandémie parce que les choses changeaient quand même assez rapidement. Alors, on a fait un suivi plus approfondi là, auprès de 50 personnes, 50 volontaires recrutés via le sondage. Et on les a interrogés à 3 reprises. Là, donc, vous voyez, première série d'entrevues vers la fin août, deuxième série en novembre 2021, 2 périodes qui correspondent à la 4e vague là, au Québec. Et puis, c'est une période relativement
calme, on met en place le passeport vaccinal, il y a des mesures qui s'assouplissent par la suite. Et notre dernière série d'entrevues a lieu en février 2022. Ça, par contre, c'est après la 5e vague qui a frappé fort au Québec. Là. Donc, février 2022, là, c'est peu de temps après le pic là, de la 5e vague. Donc, un moment qui a été très difficile là, de resserrement des mesures sanitaires. Donc voilà en gros pour, si vous voulez, les étapes de l'étude et la façon dont on a procédé. Jamie, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran, mais ce que je voudrais quand même préciser, c'est que la méthodologie ne s'est pas arrêtée à ces 2 grands volets là, de l'enquête. Et par exemple, on s'est pas mal appuyé aussi sur des échanges avec divers partenaires. Et je voudrais notamment souligner, bon, il y a eu différentes collaborations là, tout au long de l'étude qui a quand même duré 2 ans. Mais je voudrais souligner l'apport là, en fait, du comité de suivi qu'on a eu, là, qui a suivi le projet, du moins au tout début, et qui ont nourri les échanges là, qui ont permis d'alimenter beaucoup les résultats. Et on avait différentes organisations là, qui représentaient différents champs, la pauvreté, la santé publique, le communautaire, le logement, etc. Merci beaucoup. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Je ne veux pas trop vous assommer, mais bon, Mais c'est très important de comprendre et de se remémorer aussi ces différentes vagues. Donc, le fait que Mhm, vous ayez interrogé des gens à différentes périodes, ça mhm, permet vraiment d'avoir une information qui est très riche. Je veux juste apporter une petite précision technique parce que je voyais des gens qui levaient leurs mains. Donc, si vous avez des questions, on vous invite dans la boîte questions-réponses au bas de votre écran Zoom à les écrire. Si c'est des questions de clarification, peut-être que je vais les prendre au fur et à mesure. Sinon, soyez assurés qu'on va prendre 15-20 minutes à la fin de la session avec Sandy pour y répondre. Donc, enchaînons en fait avec les résultats, maintenant qu'on oui. comprend mieux la méthodologie. Alors, qu'est-ce que les répondants vous ont dit? Donc, quels ont été là, ces impacts différenciés qu'on a pu observer sur les différentes populations? Mhm. Euh, bon, je vous disais qu'on avait commencé par un sondage, un questionnaire. Alors, on avait quand même la contrainte de faire relativement court pour ne pas décourager les personnes, pour les inciter à répondre. Donc, c'est ça, on était limité, il fallait faire des choix déchirants dans ce sur quoi on les interrogeait. Et en gros, les personnes ont été interrogées sur leur vécu, certains aspects de leur vécu de la pandémie, certains aspects de leurs conditions de vie, par exemple en matière de logement, et aussi sur leur recours à du soutien, différentes formes de soutien gouvernemental par exemple, communautaire ou alors des proches tout simplement. Et on s'est particulièrement penché tout au long de l'enquête sur les conséquences que la pandémie pouvait avoir sur leur situation financière, sur leur santé et sur leur vie sociale. Alors voilà, les réponses après, les résultats qu'on a obtenus, ben, ça reflète les questions qu'on a posées. Et pour ceux qui seraient curieux de savoir exactement qu'est-ce qu'on leur a demandé, dans le fond, vous pouvez trouver hein, le questionnaire au complet dans la première publication là, sur les résultats du sondage et sur notre site web. Et vous pouvez aussi retrouver les guides d'entrevue qu'on a utilisés là, cette fois-ci dans le dernier rapport là, qui a été publié, qui rend compte des résultats du suivi longitudinal. Donc, Alors, peut-être juste dire, Sandy, que ma collègue oui, Jamie a partagé dans la boîte de dialogue le lien vers le résumé du rapport de recherche. Et sur la parfait. page résumé, en fait, on a les hyperliens vers toutes les études plus approfondies par section et aussi les guides là, dont vous avez fait mention. Alors, Excellent. merci de rendre public toutes ces ressources. C'est vraiment très précieux. Ben, Alors, de mon revenons côté, sur, j'ai trouvé ça très précieux d'avoir accès au sondage pour faire le nôtre, effectivement. oui. Euh, Donc, revenons alors, un peu sur les impacts, oui, sur les impacts sur les personnes. On voit que vous les avez interrogés quand même sur un grand oui, nombre de domaines. Là, c'était quand oui, même assez global comme type de question. oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont révélé? Puis il y a des questions qui sont plus ou moins pertinentes aujourd'hui, qui ont vieilli, mais par exemple, concernant les difficultés qu'ils éprouvaient au moment où on les interrogeait, là, c'est intéressant de voir que des groupes étaient affectés différemment là, selon les difficultés
considérer. Je peux vous donner quelques exemples comme ça. Par exemple, et puis c'est des exemples qui rejoignent souvent les résultats d'autres études, même si les méthodologies sont différentes, les questions sont différentes, il y a quand même, on retrouve des résultats convergents. Par exemple, les femmes se disaient plus préoccupées par leur santé mentale que les hommes, et cela significativement. Et puis ça s'est retrouvé dans diverses autres études. On voyait également, ça par contre, c'était moins direct, mais on voyait dans notre travail, à nous, dans notre enquête, que les personnes immigrantes étaient, elles, davantage préoccupées par leur santé physique. C'est quand même particulier, ça pose question. Et puis, en lisant un peu, il y a peut-être des liens avec ce qui est assez documenté, qui est en lien avec la sous-utilisation peut-être de certains services de santé et de soins chez cette catégorie de la population à voir. Puis, un autre exemple qui concerne les personnes autochtones, bien qu'on n'avait pas un échantillon aussi élevé qu'on aurait voulu de personnes autochtones, on voyait quand même des différences significatives là, où elles se disaient éprouver davantage de difficultés financières que les personnes allochtones. Et même chose pour des difficultés concernant l'achat de nourriture en quantité ou en qualité suffisante. Donc, il fait référence quand même à l'insécurité alimentaire. Bon, ce sont quelques exemples d'impact différenciés. J'ai choisi de ne pas vous assommer de chiffres, mais j'aurais quand même un graphique à vous proposer, quelques pourcentages. Jamie, si tu veux bien passer à la prochaine diapositive. Pour illustrer ces impacts différenciés, je voudrais prendre l'exemple finalement de l'isolement social. Donc là, la figure que je vous propose de regarder indique quels groupes étaient les plus touchés par le sentiment d'isolement social, et cela de façon significative. C'est-à-dire que tous les pourcentages que vous avez là sont des pourcentages significatifs là, sur le plan statistique selon les tests là, que la firme de sondage a appliqués. Alors, en fait, ça, ce sont des résultats à la question qu'on l'a posée aux gens, c'était actuellement, dans quelle mesure vous sentez-vous isolé des autres? Et ils avaient une échelle pour répondre allant de pas du tout, peu, assez, beaucoup isolé. Voilà, donc là, vous voyez que ce sont, par exemple, 39% des personnes là, avec les plus faibles revenus parmi les moins nantis, je vous rappelle que c'est notre population, là, qui se déclaraient assez et beaucoup isolées des autres. Donc là, je fais référence plus précisément aux personnes qui ont déclaré vivre dans un foyer disposant de 30 000 $ ou moins par année là, pour vivre. Et donc, ce pourcentage-là était significativement plus élevé par rapport aux autres. Vous voyez également, bon, je peux vous laisser regarder là, que les jeunes étaient plus affectés également par l'isolement social. Ça me permet de préciser que je parle d'adultes, hein, donc moins de 35 ans. Là, je fais référence à une tranche de 18-34 ans. C'était également le cas des locataires versus les propriétaires, etc. Et vous aurez remarqué que le sentiment d'isolement social, là, au moment du sondage, donc je vous rappelle, c'était en juillet à l'été 2021, donc pendant la période estivale quand même, puis une période d'assouplissement de mesures. Donc là, vous voyez que certaines populations étaient particulièrement affectées. C'est quand même considérable de voir que ça concernait la moitié des personnes s'identifiant à la diversité sexuelle. Ça concernait également la moitié des personnes ayant dit qu'elles étaient en situation de handicap. Voilà. Et ça concernait également une très forte proportion de personnes appartenant à des minorités linguistiques, là, anglophones au Québec ou allophones. Donc, en comparaison, pour terminer brièvement sur ce graphique-là, l'isolement social pour la population au complet de moins nantis que nous avons sondé concernait quand même le tiers des personnes à revenus faibles ou modestes. Oui, c'est vraiment très intéressant de voir des données aussi désagrégées. C'est souvent ce qui manque quand on travaille dans le secteur social, hein, ce manque d'accès à des données aussi fines.
Vraiment intéressant de partager ça avec nous, Sandy. On a une question de clarification de la part Mhm. de Marie-Noël qui, je pense, tombe à point. Donc, étant donné que l'étude visait les personnes les moins nanties, comment est-ce que les Mhm. participants, les participantes ont été choisis? Mhm. Comment vous êtes assuré de rencontrer, en fait, votre cible? Mhm. Alors, on a, comme je vous disais, bon, j'hésite entre une réponse longue ou courte, je vais choisir la longue. Notre idée de départ, c'était de passer par des organismes communautaires pour effectuer notre recrutement, pour s'assurer d'avoir une variété là, de situations de vulnérabilité, on va dire. Bon, ça ne s'est pas avéré possible. Nous avions, c'est ça, des discussions là, avec un regroupement d'organismes communautaires là, pour voir qu'est-ce qui était faisable ou pas. Mais vous savez que le contexte là, pour les organismes communautaires a été extrêmement difficile. C'est ça, ils ont été Oui, confrontés. on sait à quel point les organismes communautaires étaient en première ligne à offrir des services de soutien essentiels à la population. Donc, j'imagine qu'une Exactement. sollicitation pour une étude n'était pas nécessairement euh, dans leur capacité du Ben moment. écoutez, c'est ça, c'était pas réaliste, surtout dans un court laps de temps où on n'avait pas non plus, où on pensait ne pas avoir tant de temps pour mettre en œuvre l'étude et sonder les gens. Donc, on a décidé de passer par une firme de sondage et donc, on a fait un sondage par panel web, ce qui, dans les premiers mois de la pandémie, là, vous regarderez beaucoup d'études qui ont pu sortir des résultats rapidement. C'était la méthode la plus efficace, on va dire. Donc, c'est sûr que en passant par cette voie-là, c'est certain qu'on ne rejoint pas tout le monde et on en est conscient. Puis c'est une des limites que je pense qu'on a énoncé très clairement, qu'on ne peut pas rejoindre toutes les populations marginalisées. Ce qui m'a un peu réconfortée quand même, m'a un peu rassurée, je dirais. Je sais que les firmes de sondage font un travail très sérieux, mais j'ai trouvé que ça m'a confortée dans cette idée-là, parce que des gens qu'on a rencontrés en entrevue, qu'on a recrutés via donc les répondants du sondage, nous ont donné accès à des situations de pauvreté quand même auxquelles je ne pensais pas avoir accès. Alors, je Mhm. pense que ça répond à la question. Oui, merci. Merci d'avoir pris le temps de clarifier ça. Donc, s'il y a d'autres questions de clarification au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les partager dans la boîte de questions-réponses. On peut peut-être arrêter le partage Oui. d'écran, Jenny. Euh, je serais intéressée à en savoir un peu plus. Tu sais, tout à l'heure, tu as mentionné la question de la vulnérabilité. Donc, on parle souvent de facteurs de vulnérabilité. En contexte post-pandémique, on parle beaucoup de facteurs de résilience. Donc, quand on regarde vulnérabilité, résilience, qu'est-ce que vous avez pu observer dans le cadre de l'étude? On a observé, disons ça a conforté ce que la littérature quand même raconte sur les facteurs de vulnérabilité, les facteurs, moins c'est peut-être les facteurs de résilience, mais en tout cas, il y a beaucoup de documentation sur les facteurs de vulnérabilité. On n'a pas découvert des choses différentes. C'est sûr qu'en dehors de l'isolement social, qui est un facteur de vulnérabilité majeur, les différents foyers moins nantis auxquels on a parlé, là, ont manifesté d'autres facteurs de vulnérabilité. Au premier chef, l'insuffisance du revenu, c'est certain. Donc, les difficultés financières éprouvées par la plupart, là, ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre là, pour réagir en cas de crise. Et ce sont des difficultés qui peuvent avoir des sources diverses, hein. Ça peut être tout simplement parce que à la base, les moyens de subsistance ne sont pas suffisants. Euh, Ça peut être parce que vous avez un emploi précaire. Ça peut être parce que vous avez eu une baisse de revenus, parce que à cause de la pandémie, vous avez été mis à pied ou avez dû diminuer vos heures de travail. Bon. Euh, et puis, ça peut produire des facteurs de vulnérabilité supplémentaires, comme certaines personnes ont été amenées à éprouver de l'insécurité alimentaire. Bon. Alors, il y a aussi les conditions de santé.
qui sont un facteur de vulnérabilité. Vous comprenez bien, en période de pandémie, encore plus évident. C'était pas le bon moment pour avoir besoin de soins. Et on voit que les gens que l'on a interrogés euh, qui avaient des problèmes de santé à ce moment-là ou vraiment qui coïncidaient avec l'arrivée de la pandémie, qui avaient besoin d'accéder à des soins de santé, ça a pu entraîner d'autres difficultés. Puis il y a aussi l'instabilité résidentielle. Parmi les gens que l'on a étudiés, ça s'accompagne d'une précarité financière. Et je ne dresserai pas toute la liste, vous avez beaucoup de détails dans les rapports, là, mais juste mentionner qu'il y a certaines personnes qui sont apparues extrêmement vulnérables parce qu'en fait, elles cumulaient plusieurs facteurs de vulnérabilité. Et je pense en particulier, alors on ne faut pas généraliser, hein, c'est toujours ces résultats-là, ils sont toujours attachés au profil des gens qu'on a rencontrés, hein. Mais ça donne des pistes quand même. Et là, je pense en particulier à certains hommes à qui on a parlé, qui partagent la caractéristique de vivre seul, d'être séparés ou célibataires de longue date, d'avoir divers troubles de santé, en plus d'un très faible revenu et de nourrir aussi un sentiment de solitude et d'exclusion sociale. Donc là, on avait un groupe de personnes très, très vulnérables. Cela dit, c'est quand même un cas de figure extrême dans la population auquel on a eu accès. Et généralement, les personnes qu'on a rencontrées, elles se sont montrées quand même résilientes de différentes façons, en dépit des difficultés qu'elles avaient. Et bon, c'est quand même intéressant de mentionner quelques facteurs de résilience, là. Oui, intéressant si vous pouvez partager quelques exemples de manifestations d'adaptation, de résilience que vous avez. Ben, en fait, manifestation d'adaptation, c'est par exemple quand ça va vous paraître une évidence, mais quand votre logement est abordable, c'est un facteur qui vous protège. Donc là, ça peut paraître un peu drôle de dire ça en période de crise du logement en ce moment, mais on a quand même rencontré des gens qui occupent leur logement depuis longtemps et dont le loyer a très peu varié. Et ce logement-là, ce loyer-là, ils le considèrent comme raisonnable, abordable. On a aussi rencontré pas mal de gens qui vivent en colocation à cause de la cherté des logements. De notre côté, on voit que la vulnérabilité n'est pas très loin non plus parce que cette abordabilité-là, elle se fait parfois au détriment de la qualité. Puis elle peut se faire aussi au détriment de la sécurité d'occupation. On a par exemple des personnes qui payent pas cher, mais qui n'ont pas de bail, par exemple. Bon, c'est ce genre de situation-là. Mais un autre facteur de résilience très fort, c'est aussi la stabilité du revenu. Même un revenu faible qui est stable, ça semblait avoir un rôle protecteur pour les gens. Mais ce qui est encore plus fort, c'est évidemment quand il y a deux revenus dans un ménage. Bon, ben ça permet de traverser plus facilement ce genre de crise. Et puis, je mentionnerai également un levier de résilience qui est apparu très, très fort, c'est le recours à du soutien. Les personnes qui vont chercher de l'aide, qui ont accès à de l'aide, ça fait une grande différence, quel que soit le type d'aide. Donc, autant dans le réseau social que dans le milieu communautaire qu'auprès des institutions, par Oui, exemple. oui, ouais. OK. Mais en fait, ce que je retire de l'étude, pour terminer, là, c'est que elle a montré que c'est très rare que les personnes sont soit vulnérables, soit résilientes. En fait, la plupart des gens montrent à la fois des manifestations, des manifestations de résilience et des manifestations de vulnérabilité. Et je ne sais pas si on a le temps, mais j'aurais voulu illustrer là, cette combinaison-là avec l'exemple suivant. Là, si Jamie, tu veux bien reprendre la projection. Dans la diapositive là, que je vous soumets, donc la prochaine, là, voilà, celle-ci. Je voulais en fait là vous présenter un exemple de situation
type qui est ressorti des témoignages qu'on a recueillis. Et là, l'exemple que je vous propose, en fait, ça essaye de résumer une situation qui a semblé semblable parmi des couples de personnes retraitées à faible revenu. Et ça veut montrer en fait à l'interaction finalement des facteurs de vulnérabilité, de résilience. Donc, ces couples de retraités qu'on a rencontrés ont un faible revenu, ce qui les rend vulnérables aux dépenses imprévues. De notre côté, ces personnes-là dépensent très peu. Bon, certaines se privent, il y a vraiment de la privation matérielle, elles sont en situation de pauvreté, mais elles ont un mode de vie, on pourrait dire, économe. Donc, elles ont peu de dépenses. Et puis, comme je vous disais tantôt, celles-ci vivent dans des logements dont le loyer n'a pas beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Mais ça les rend vulnérables le jour où elles devront déménager, par exemple, si cette éventualité-là se présente. La vulnérabilité qu'elles avaient, ces personnes-là, c'était de présenter des conditions de santé également ou des limitations physiques en raison de leur âge, souvent, qui préexistaient à la pandémie. Alors, des conditions qui pouvaient soit les concerner elles-mêmes, la personne qu'on a interrogée, soit concerner son conjoint ou sa conjointe. Donc là, on est dans la situation de proche aidant. Hein. Et là, vous voyez que, bon, c'est sûr que l'accès aux services de santé, il a pu être perturbé pour ces personnes-là, mais elles étaient déjà dans le système de santé et elles ont quand même conservé un lien là, avec leur médecin de famille ou leur pharmacien, par exemple. Et par contre, pour terminer sur cette situation-là, ce qui a aggravé la situation de ces personnes-là, c'est qui vivaient quand même dans un relatif équilibre, on peut dire fragile, mais quand même, c'est l'isolement social qui a été entraîné par la période pandémique. Et parfois, selon les milieux de vie, on peut parler même d'isolement physique, de confinement physique, soit en raison des mesures, des règles en vigueur, soit parce que les personnes ont parfois surinterprété aussi certaines règles et se sont auto-confinées. Donc ça a été très dur dans les témoignages de voir ces personnes-là qui limitaient leur accès à diverses activités, qui restaient littéralement chez elles, même qui ne sortaient pas là, pour faire les courses. Ça a été très long avant qu'elles reprennent certaines sorties. Et donc, pour terminer, là, on voit que côté résilience, par contre, ce qui peut protéger ces personnes-là, c'est de maintenir un certain niveau d'interaction sociale, un certain niveau d'implication ou d'activité, donc pour les maintenir à flot. Là. Donc voilà, je voulais illustrer là ce va-et-vient finalement. Là, ouais. Je suis certaine que dans l'étude, vous avez beaucoup d'autres exemples où on voit vraiment Oui. l'intersectionnalité, en fait, donc comment plusieurs facteurs se combinent. Et ça rejoint un commentaire là, qu'on voit dans la boîte de dialogue de Marie-Noël, de parler de facteurs de vulnérabilité, de résilience. Quelqu'un nous demande aussi si vous pouvez rappeler la définition de résilience. Fait que, bon, je vous laisse réfléchir, mais où je veux aller, c'est que c'est vraiment intéressant de ne pas les mettre en opposition, en fait, la vulnérabilité et la résilience. On n'est pas une personne soit résiliente ou soit vulnérable. En fait, c'est sur un continuum, puis on peut avoir des stratégies de résilience, d'adaptation, malgré certains facteurs de vulnérabilité auxquels on est exposé. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, à la fois la combinaison de l'intersectionnalité et aussi de voir les facteurs dans un continuum. Donc, peut-être pour revenir, Sandy, à la question sur la résilience, peut-être amener quelques précisions sur de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut Oui, dire. effectivement, comment ne pas y avoir pensé plutôt que de définir la résilience? C'est une notion qui est empruntée à différents champs. Là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, si on veut résumer, c'est la capacité des individus ou des sociétés, il faut insister, parce que ce n'est pas juste la résilience individuelle, mais aussi la résilience collective. Donc, c'est la capacité à composer avec des aléas, avec un changement généralement brutal, avec une crise,
Bon, là, en l'occurrence, c'est une crise sanitaire, mais on pourrait parler de résilience face à la crise climatique, par exemple, ou une crise économique. Donc, c'est ce qui nous permet de nous adapter, de nous réorganiser et de surmonter finalement une, une crise ou un changement, on peut dire. Mais... Mhm. Merci d'avoir offert cette définition, puis c'est rappelé évidemment aussi dans le résumé du rapport de recherche et puis dans Oui. le rapport de recherche lui-même là, qui ont été partagés. Je vois le temps qui file. J'invite les participants, les participantes à réfléchir aux questions que vous aimeriez poser à Sandy. Et moi, ben, je vais aller vers ma conclusion, en fait, sur les leçons à tirer. Mhm. Donc, à partir de tout ce que vous nous avez présenté, quelles leçons à tirer, quelles mesures pourraient être mises en place, à la fois si on pense à remédier aux impacts négatifs de la pandémie, parce qu'on en a parlé, hein, il y a des effets à long terme, mais aussi pour prévenir d'autres situations de ce type. Vous avez nommé la crise climatique, différentes situations auxquelles on peut être exposé dans l'avenir. Donc, à la fois les leçons à tirer et les mesures qui pourraient être mises en place. Euh, ben, je dirais que bon, la principale leçon, si je fais vraiment une synthèse et synthèse et synthèse, là, s'il fallait conclure là, que la principale des leçons, ça serait de mieux tenir compte des inégalités sociales existantes et de mieux agir en prévention. Donc ça ressort des recommandations qui émanent de différentes organisations, de différentes études. Et puis récemment, je suis tombée sur le dernier rapport là, de la directrice de santé publique de Montréal. Je pense que ça s'appelle comme ça, rapport 2022 de la directrice de santé publique de Montréal, qui dit exactement ça. Mieux tenir compte des inégalités sociales de santé qui existent parce que on n'en a pas tenu assez compte, euh, parce qu'on n'agit pas assez en prévention pour les prévenir et parce que dans le contexte de la crise sanitaire en particulier, on n'a pas pris ça en compte suffisamment. Mhm. Ce qui a mené en fait aux impacts différenciés qu'on a vus tout à l'heure. Tout le monde, malgré l'application de mesures universelles, tout le monde n'a pas eu les mêmes, pas vécu, pardon, les mêmes impacts dans la pandémie, ni accès aux mêmes soins, services, soutien. Euh, Et beaucoup la société civile et la communauté des chercheurs rappellent à quel point aussi il faut agir sur les causes fondamentales, un revenu suffisant, un logement adéquat. Bon, tout ça, c'est très connu, mais il faut se donner les moyens d'agir sur les causes profondes, en fait. mhm. Et c'est lié à certaines questions là, qui commencent à émerger là, dans notre boîte de dialogue. Je sais qu'il y avait peut-être un dernier visuel à nous présenter, Oui, euh, donc autour des mesures qui pourraient être mises en place. Peut-être qu'on peut la partager. ben, c'est-à-dire que je trouvais intéressant de montrer ce que les gens eux-mêmes avaient comme piste d'amélioration à leurs Parfait. propres conditions. Qu'est-ce que eux autres pensaient que, ben, à la fois, c'est quels sont leurs besoins et qu'est-ce ils auraient voulu pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, il y a beaucoup de pistes finalement qui rejoignent des recommandations qu'on trouve dans la littérature. Il y en a certaines qui sont un peu différentes. Je pense par exemple à la première qui concerne l'information. Assurer la clarté de l'information au sujet de la COVID-19 et des mesures sanitaires. Bon, c'est ressorti quand même très, très fort. Euh, Ça peut nous surprendre dans un contexte où on a interrogé des personnes disons, en situation de vulnérabilité financière. On aurait pu penser que ce n'est pas forcément ce genre de piste qu'ils auraient mis en premier. Mais c'est ça, en contexte de pandémie, avoir l'information, ben, le, le- le- les messages certains messages ont pu paraître contradictoires. C'est ça, la clarté de l'information était un élément vraiment important et avec un sentiment de ne pas avoir été tellement pris en compte finalement.
Mais ça aussi, c'est un point qui est soulevé dans ce rapport de la directrice de santé publique que je vous mentionnais, où il est reconnu là que c'est ça, il y avait des améliorations à apporter sur le plan de la communication. Une autre suggestion concerne la vie sociale, maintenir ou améliorer l'accès aux activités socio-communautaires. C'est apparu vraiment fondamental pour les personnes qu'on a interviewées. Et on voit à quel point c'est un élément important dans leur vie, au-delà du revenu, là, que de pouvoir s'occuper, se sentir utile et s'impliquer. Dans la boîte de dialogue, il y a quelqu'un qui mentionne effectivement que toute la question du lien social, donc la force du lien social et aussi le revenu semblent deux facteurs fondamentaux en termes de résilience et on voit clairement là, qu'ils sont nommés dans les pistes d'amélioration qui sont suggérées par les participants, les participantes aussi. Mhm. Donc ça semble particulièrement important pour nos participants. On a une question de Marie-Noël avec laquelle on peut peut-être enchaîner. Sandy, est-ce que tu voulais compléter autre chose sur la diapo? Ben, juste préciser que les personnes ont également soulevé la nécessité d'améliorer, d'augmenter les revenus, d'augmenter les salaires, d'améliorer leurs conditions d'emploi. Mais ça n'a pas figuré parmi les pistes de solutions les plus fréquentes. Ça peut paraître paradoxal. Moi, j'y vois un peu le reflet en fait de l'impact considérable justement que la pandémie a eu sur la vie sociale des personnes au moins nantis interrogées. Et ça, plus que sur leurs revenus qui étaient déjà insuffisants. Et puis d'un autre côté, parfois, chez certaines personnes, on a pu noter un certain fatalisme là, par rapport, une certaine fatalité là, par rapport à leur situation financière. Certaines ne voyaient pas vraiment d'amélioration possible et pensaient que juste un miracle euh, pourrait changer la donne. Alors c'est peut-être, c'est ça, il faut remettre ça dans son contexte là. Merci d'avoir apporté ces précisions. On peut peut-être arrêter le partage, Oui. Jamie, et se concentrer maintenant sur les questions de nos participants, participantes. Moi, j'en ai quelques-unes de plus aussi là, qui ont émergé suite à la présentation. On va y aller avec celle de Marie-Noël. Donc, est-ce qu'on a considéré dans l'étude le climat politique et les tendances pour les gens d'adopter certaines positions sur les mesures sanitaires qu'on pense aux démonstrations anti-vaccins qui ont suscité des conflits, parfois des tensions entre familles ou entre amis. Donc, est-ce que cela a eu un impact ou non chez les personnes face à leur isolement, face au stress vécu, etc.? C'est pas un aspect qu'on l'on pensait étudier. C'est un aspect, en fait, cette question-là a surgi en cours de route pendant qu'on interrogeait les gens. Et oui, je me rappelle notamment la deuxième série d'entrevues pendant la mise en place du passeport vaccinal. Bon, les gens parlaient beaucoup, beaucoup de ça et à quel point ça pouvait créer effectivement des tensions, des clivages au sein même des familles. Euh, alors, tout au long de nos entrevues, oui, il y a des informations sur cet aspect-là, mais ce n'est pas un aspect qu'on a mis en avant parce que c'est au départ pas ce qu'on étudiait, mais ça aurait été très intéressant de creuser ces questions-là. Puis même au sein des couples, hein, quelqu'un de vacciné, quelqu'un de pas vacciné, on a eu beaucoup de cas de figure de ce genre-là. Mhm. Et puis, donc, ça voulait dire quelqu'un qui a accès au passeport vaccinal et pas une autre. Et donc, quelqu'un qui fait des activités, ben, pas l'autre. Mhm. Mm. Donc, tous les impacts sur effectivement la question de l'isolement social, Ouais. du lien avec les réseaux, etc. Mm. Donc, continuez à nous alimenter. Merci aux participants, participantes et à Jamie aussi là, qui met des ressources dans la boîte de dialogue. Donc, n'hésitez pas à poursuivre le partage. Moi, j'étais curieuse de savoir, Sandy, est-ce qu'il y a des suites qui sont prévues à l'étude? Parce qu'on a parlé à quel point on souhaite, avec les leçons apprises, anticiper aussi les futures crises, que ce soit au niveau des changements climatiques ou d'autres pandémies auxquelles on pourrait être exposé. Donc, quelle suite est-ce que vous envisagez? À quoi est-ce que vous réfléchissez?
Il n'y a pas de suite directe à l'étude pour l'instant. Il faut dire que ça a été quand même un gros projet là, qu'il faut laisser retomber un peu. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est il faut surveiller beaucoup d'études là, qui vont sortir, qui continuent à étudier ces impacts-là, notamment certaines des études longitudinales là, avec des gros échantillons, avec une méthodologie quand même plus robuste, qui vont montrer là, des impacts. Là, mais ce genre d'études, c'est plus long à mettre en place. Là, les résultats sont plus longs à sortir. Donc, voyons qu'est-ce qu'elles vont dire, ces études-là, avant de prévoir des suites, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça, il y a d'autres organisations qui surveillent ça. Mais par contre, le projet nous a donné envie, nous a été un des éléments pour aller creuser d'autres types d'inégalités qui sont peut-être moins étudiées. Je pense notamment aux inégalités de patrimoine. Là, je fais référence à ce que vous possédez, à votre bien, c'est-à-dire votre voiture, votre maison, ou à vos dettes également, ou à l'épargne que vous avez. Et on a vu à quel point, pendant la pandémie, là, ça donnait un avantage à ceux qui avaient du patrimoine. Ça désavantageait ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est un type d'inégalité que ça nous amène à aller creuser. Il y a aussi la question des inégalités de santé euh, qu'on a, j'ai envie de dire, presque redécouvert pendant la pandémie, alors qu'elles existent depuis longtemps. Donc, c'est intéressant de remettre en évidence qu'il existe des inégalités sociales de santé. Donc, ça Mhm. nous a peut-être amené à aller creuser un peu plus d'autres types d'inégalités et puis aussi, évidemment, à nous intéresser à la résilience en temps de crise. Et puis là, je pense notamment au changement climatique où il y a certains travaux là, qui se mettent en place à l'Observatoire là, à ce sujet. C'est très intéressant de voir effectivement là, la toile thématique qui se Ouais. tisse dans vos travaux puis vos intérêts de recherche autour des inégalités. Définitivement encore beaucoup à faire dans ce champ-là, tant au niveau de la recherche qu'au niveau des pistes de solutions. Je regarde les questions, donc gênez-vous pas, il nous reste encore quelques petites minutes pour répondre à des questions. Je voulais revenir sur un commentaire qui a été fait un petit peu plus haut autour justement des personnes. Donc, euh, ici, on parle plus de populations isolées ou de personnes qui ont peu ou pas de contact avec la communauté. Donc, dans une posture de chercheur, en tant que chercheur, comment on fait pour accéder à leur point de vue? Comment on fait pour entendre la voix de ceux et celles qu'on entend toujours le moins, autant dans le qualitatif que dans le quantitatif? Je pense que vous avez bien expliqué, Sandy, à quel point la méthodologie avait des forces et aussi des limites là, par rapport au sondage. Mais là, je pense qu'on va un petit peu plus profondément dans la question de comment on fait en tant que chercheur là, pour aller chercher ces points de vue-là de personnes qui sont beaucoup plus isolées. Je sais pas si je comprends bien la question, mais je la prends plus au sens de la posture. Donc, comme chercheur, c'est beaucoup l'écoute, le respect des situations aussi, et l'ouverture, euh, de ne pas interpréter ce que les personnes nous disent de notre point de vue, même si c'est inévitable, mais en tout cas d'essayer le plus possible, c'est ça, d'écouter les gens. Et puis, je parlais des limites de l'étude, mais une des forces quand même, ça a été ce suivi là, et le fait qu'on ait rencontré les gens à 3 reprises. Ça a instauré un climat de confiance. Et on a vraiment vu, je vous ai relativement épargné quand même. On a quand même, je dis on, l'équipe de recherche, ont rencontré des gens dans des situations très difficiles. Euh, et ces gens-là nous ont fait confiance et ils sont prêts à continuer à raconter leur mode de vie finalement. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce Il à y a quoi une, je il y a pense une- là. c'est ça, il y a une précision qui est apportée là, par Ismaïla dans la boîte de dialogue. Donc, c'était plus la question dans le sens où il y a la posture du chercheur comme tel, qui je pense, vous avez nommé des éléments vraiment importants autour de la posture de réelle écoute et d'ouverture, de curiosité, mais au sens vraiment, c'est ça,
propre du terme, mais ici, c'était plus dans le sens d'intégrer les personnes dans Mhm. les cohortes de recherche. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces personnes? Comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher et les mobiliser? C'est une question très difficile auquel se heurtent beaucoup d'enquêtes. Méthodologiquement, c'est sûr que passer par les organismes communautaires, c'est une bonne voie. On peut utiliser aussi l'observation participante, on peut aussi, c'est ça, être dans un mode plus participatif là, pour aller à la rencontre des gens. Mais on peut aussi intégrer les gens. Comme experts du vécu, finalement, on peut les intégrer dans la définition même de notre recherche, dans la conception même de la recherche et tout au long de la recherche. Je vois au moins ces deux façons-là. Ça rejoint justement ce que ma collègue vient de mettre. Vous avez une communication d'esprit Ah, bon. aujourd'hui. Donc, Tamarack a produit un guide justement pour impliquer dès le départ les personnes qui ont eu une expérience vécue des enjeux. Donc, on essaie de résoudre donc avec des dizaines là, de pistes de solutions et d'expériences réussies pour le faire. Donc, bonne découverte. Je vois notre temps qui file. Je veux vraiment prendre le temps, Sandy, de vous remercier d'avoir partagé avec nous les résultats de l'étude. J'invite les participants, les participantes à poursuivre leur lecture, en fait, de toutes les ressources qui ont été partagées. Et puis, je voudrais faire peut-être quelques petites annonces si on peut partager la diapositive finale. Donc, autour de 2 webinaires qui s'en viennent. Le premier, passer de l'idée à l'impact avec l'incubateur civique de l'innovation sociale, de la Maison de l'innovation sociale, pardon, le 27 septembre prochain. Et l'évaluation de Montréal en commun. Donc, collaborer pour générer des apprentissages dans un contexte d'innovation urbaine. Les inscriptions gratuites pour ces 2 webinaires sont en cours. Donc, ça nous ferait très plaisir de pouvoir vous compter parmi nos participants, nos participantes. Donc, encore une fois, Sandy, merci. C'est moi Énormément qui de vous leçons remercie. à tirer pour chacune d'entre nous et de pistes d'action pour collectivement pouvoir réduire les inégalités. Alors, encore une fois, un immense merci et à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente continuation de votre journée.